la conférence qu'on va vous donner, c'est Nadia El Mabrouk, professeure à l'Université de Montréal en informatique, et moi, Michel Serrois, anthropologue et présidente de PDF Québec. On a fait le chapitre dans le livre toutes les deux, mais avec toute la collaboration d'un comité pour les droits des femmes du Québec ou PDF Québec. Alors, je remercie tout le monde qui a travaillé là-dessus. Alors, donc, avant... C'est moi qui vais te le dire. Alors, je voulais juste un peu présenter comment se fait qu'on s'intéresse à ça. Alors, je vais vous mettre en situation. Je suis chez mon fils, mon petit-fils m'occupe de la vaisselle et il me demande à brûle-pourpoint, « Mamie, est-ce que l'ange Gabriel existe? » Alors, je lui réponds, « Ben moi, je ne crois pas à ce qu'il existe. » Et là, je lui demande, « Et toi, Justin? » « Ah oui, moi, je crois qu'il existe. »« Ah oui, l'as-tu déjà vu? » Je lui demande. Il répond, « Oui. » Oui. Alors, je lui ai demandé de décrire l'ange Gabriel. Alors, les cheveux longs, les ailes, une robe longue. Alors, je lui dis, « Ah, s'il y a une robe longue et les cheveux longs, est-ce une fille? » Et alors, il est tout mêlé, il a commencé à parler de l'ange Gabriel au féminin. Alors, vous voyez, mais, alors la question, c'est comment? Il a vu l'ange Gabriel? A-t-il des visions? Bien, c'est sûr qu'il l'a vu à l'intérieur des manuels éthiques et culture religieuse, parce qu'il n'y en a pas d'ange Gabriel dans la maison de mon fils. Alors, puis il ne circule pas en personne non plus. Et alors, donc, c'est juste pour vous introduire au fait que nous allons, dans le livre, vous voyez aucune image, à cause des droits d'auteur, bien sûr, mais on va travailler, nous, on a travaillé à partir des images, parce que l'image est très puissante pour un enfant. S'il le voit, l'ange Gabriel, il existe, il est capable de le décrire même. OK? Alors, donc, on va travailler sur ça. Alors, on va... Ah, tu changes ici. c'est toute une organisation. OK, on va se synchroniser, là. Un concerto à deux mains. Hein? Alors, donc, ça, c'est une image, c'est une de celles qui m'a le plus frappé dans un des manuels pour le primaire. Nous, on va faire juste au primaire. Alors, donc, c'est la jeune mariée berbère en Tunisie, dans le nord de l'Afrique. Vous voyez quel âge à peu près a cette petite fille pour être une jeune mariée, 5 ans, 6 ans, 7 ans tout au plus, et on la présente comme une jeune mariée berbère. Alors, n'oublions pas que ce livre, c'est des enfants d'11 ans qui voient ça, qui sont en 6e année, c'est dans un livre de 6e année. Alors donc, cette jeune fille, elle est présentée comme une jeune mariée et c'est donc un problème déjà. On banalise le mariage. Mais c'est justement, en plus, il y a un commentaire à côté. Fait que la professeure peut illustrer, parce que l'enfant en première année, là on est en 6e, il peut le lire lui-même, là. Alors, ça dit que dans l'Europe médiévale, il n'y a pas rare qu'une femme, 20 ans, a déjà 3 enfants. Donc, elle s'est mariée jeune, elle aussi. Et en Afrique, il y a toute une installation, excusez-moi. Et en Afrique, c'est la même chose. Cette jeune mariée, l'enfant d'origine africaine, eh bien, elle peut retrouver qu'effectivement, bon, je sais qu'on est... Excusez-moi, mais on est mal installé. Bon, petite critique, là. Alors, donc, au Tchad, 2 enfants sur 3 se marient mineurs. Au Niger, 3 sur 4. C'est ce que, justement, l'ONU et autres, on essaie de combattre les mariages précoces, les mariages forcés. Et bien, dans le manuel de ECR, au primaire, des enfants de 6e année, eh bien, c'est ça le commentaire qu'on leur fait. En plus, moi, j'ai étudié ça en même temps que le projet de loi 59, où on devait lutter contre les mariages forcés, mais dans les manuels scolaires, il n'y a pas de problème. C'est le relativisme, pas de jugement, hein? On ne juge pas, c'est leur pratique. Alors, voilà ce qu'on va faire comme le cours. Je te laisse la parole. Ah, ok, tu me laisses la parole. Alors, je prends le micro. Oh, non, c'est vrai. Il faut fonctionner avec 2-3 choses, fait que c'est pas évident. Alors, donc, qu'allons-nous faire? On va poser les questions. Comment on peut gérer la diversité et le vivre ensemble? Comment on va faire ça? C'est ça. Le cours, il est supposé d'ouvrir à la diversité, mais comment il gère ça? Comment il nous montre qu'est-ce qu'il faut faire? Alors,
quelle mission? Former, supposer, des futurs citoyens. Des futurs citoyens, mais on va voir que c'est davantage des futurs croyants que des futurs citoyens. Parce que les futurs citoyens, c'est surtout la dimension religieuse. Comment aussi on va essayer, est-ce qu'on développe l'esprit critique? Non, il ne faut pas critiquer. Tout ce qui touche la religion, c'est le respect absolu. Et quatrièmement, on va voir la question, est-ce que le volet éthique est en contradiction avec le volet culture religieuse? Ben oui, on va voir. Parce que dans un, on dit qu'il n'y a pas de stéréotypes, et dans l'autre, il y en a constamment des stéréotypes. Alors, je laisse la parole à Nadia. Mais toi, tu es bien chanceuse, tu as un micro comme ça. Là, moi, j'ai un défi supplémentaire, c'est de tenir mon micro. Alors, soyez indulgents. Voilà. Ok, alors moi, c'est Nadia, bonjour. Et toi, tu n'as pas fini ta mission, par exemple. Okay. C'est pas grave, de toute façon, c'est moi qui... Ok, donc, bon, ça va aller super vite, parce que vous savez déjà tout sur les... Bon, alors, donc, rapidement, alors, moi, c'est Nadia El Mabrouk. Peut-être que je vais me présenter un peu. Je suis donc québécoise, néo-québécoise, d'origine tunisienne, et donc musulmane. Donc, ce qui m'a intéressée, donc, en tout cas, moi, j'ai un regard... en tout cas, je connais un peu plus l'islam que les autres religions, et donc j'ai plus regardé les manuels sous l'angle de l'islam. Donc je vais rapidement rappeler les 3 compétences du cours, mais vite fait, parce que là vous savez déjà tout. Alors donc je rappelle, il y a 3 compétences. Il y a la compétence éthique, donc réfléchir sur des questions éthiques. La deuxième compétence, manifester une compréhension du phénomène religieux. Donc là, on dit que l'élève doit être mis en contact avec des textes sacrés, des croyances, des enseignements, des rites, des fêtes, des règles de conduite, des pratiques alimentaires et vestimentaires, etc. Et puis, il y a la pratique du dialogue qui est transversale aux deux. Alors nous, ici, on va parler, moi, on va pas parler de la compétence éthique. Alors, il y a sûrement des critiques à faire. Et moi, ma critique à moi, c'est que dans les manuels scolaires, c'est des fois difficile de voir ce qui est éthique. En fait, c'est comme mêlé quand même, les deux. Dans les manuels, les deux compétences sont un peu mêlées. Mais enfin, on peut voir quand c'est un contexte religieux. Ici, donc, on se concentre sur la compétence culture religieuse. Voilà. Alors, donc, il y a la compétence du... qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'on va voir, c'est qu'il y a en fait une contradiction entre les deux. Okay? Ce qui passe dans le volet éthique, en fait, il est contredit dans le volet culture religieuse. Et puis il y a donc cette compétence du dialogue qui est transversale, sauf que moi aussi, alors, il n'y a pas de raison que je fasse exception à la règle, moi aussi je parle de genre, ah oui, il faut que je tourne. Ok, donc moi aussi, je cite Georges Leroux ici, qui dit qu'il y a une différence, qu'il faut voir la compétence du dialogue différemment. Donc dans le cas, pour la compétence éthique, le dialogue doit être constructif, orienté vers la délibération. Donc en fait, c'est un dialogue qui peut être critique, alors que pour le volet culture religieuse, c'est un dialogue de respect, donc qui est associé à la reconnaissance. Et donc, c'est moi qui tourne mes feuilles, merci Michel. Par terre, comme les grandes vedettes. Là. Okay. Donc c'est ça. Donc, il y a un discours critique pour l'un, mais pas pour l'autre. Pour l'autre, donc, c'est venu. Alors, on parle de respect absolu de toutes les pratiques religieuses. Alors, comment faire ça sans contribuer au recul du statut des femmes? C'est ce qui nous intéressait aussi, parce qu'on sait bien, en tout cas, on connaît tous le statut des femmes dans les religions. C'est pas nécessairement un statut très enviable. Alors, comment on fait ça? On fait ça sans critiquer et sans aller à l'encontre de l'égalité de fait entre les hommes et les femmes qui a été acquise après de longues luttes. Alors là, tu peux changer. Ok, mais ça c'est pareil. Alors donc, les objectifs du cours, c'est l'ouverture à la diversité, au pluralisme, favoriser le vivre ensemble. Et l'approche affichée, c'est une approche non confessionnelle, neutre, objective, sans aucune pression sur l'élève. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, je me suis posé, vas-y, tu tournes. Est-ce que c'est le cas? Moi, je crois. Enfin, bon, moi, je suis une maman de 2 enfants. Alors, il y avait ces côtés. Je suis dans une association féministe, alors je me suis intéressée à la position des femmes là-dedans, mais aussi,
j'ai vu ce que m'apportaient mes enfants de l'école. Alors moi je suis tunisienne, je suis musulmane, mon mari il est québécois, il est catholique. À la maison on parle de plein de choses, mais on ne parle pas souvent de religion. Mais mon fils, j'ai vu qu'il venait me poser des questions à un moment donné sur le ramadan, sur le halal. Et puis à un moment donné, donc j'ai vu, donc il a apporté son devoir de l'école, et puis la question c'était parle de ta religion, et puis mon fils, ma religion c'est l'islam. Alors comme il est né en Tunisie, il s'est senti, je ne sais pas, valorisé à se présenter comme musulman, et donc il a représenté le mois du ramadan. Alors quand le soir on mange, la journée on ne mange pas, enfin bon. Alors il m'a rapporté d'autres choses. Moi, je peux raconter plusieurs histoires, mais en tout cas ça m'a interpellée. Donc j'ai eu l'impression que c'était pas neutre et pas sans pression sur les lèvres. Alors ce que j'ai fait, c'est que je suis allée, j'ai fait comme Daniel, je suis allée à la bibliothèque de didactique de l'Université de Montréal. Est-ce que ça va le micro? Ça vous énerve? Moi ça me fatigue un peu. Alors donc je suis allée, et j'ai regardé, en fait je suis allée regarder tous les manuels scolaires approuvés par le ministère. Donc tous les manuels scolaires que j'ai pu trouver à la bibliothèque de... Ah oui, c'est vrai, il faut que je tourne aussi. Donc tous les manuels scolaires que j'ai pu trouver à la bibliothèque de didactique de l'Université de Montréal. Et donc ça inclut tous les manuels approuvés par le ministère. Et puis il y a aussi des cahiers d'exercice, et puis il y a aussi d'autres manuels. Donc j'ai regardé tout ça. Alors oui, peut-être, en tout cas moi je sais qu'à l'école de mon fils, c'est les manuels CEC qui sont utilisés. Par exemple en première année, mon fils, oui, l'Arche de Noé, c'est super, c'est une belle histoire. Il y a des super belles images dans le manuel de première année. Mais mon fils, je ne pense pas qu'il était capable en première année, en tout cas entre cette histoire d'Arche de Noé et l'histoire des dinosaures, c'était pareil pour lui. Hein. Donc c'est des belles histoires, mais ils ne savent pas faire la différence. Et oui, ils utilisaient le manuel CEC. Alors bien sûr, ils n'utilisent pas toujours les manuels, mais en tant que parent, comment on peut savoir comment le programme, c'est une bonne façon de voir comment le programme est interprété, et en plus, comme disait Daniel, c'est l'université de didactique, enfin c'est la faculté de didactique, et donc c'est le matériel. En fait, j'ai regardé tout le matériel qui était disponible pour les étudiants en didactique, hein, donc c'est pas neutre. Bon, alors pour la méthodologie, vous allez voir, j'ai été rigoureuse et tout. Moi, je suis prof en informatique, je ne suis pas en sciences sociales, mais j'ai essayé de faire ça. De toute façon, mon étude, elle est très simple, hein, c'est une étude de contenu. Et j'ai essayé de faire ça bien rigoureusement, et puis la méthodologie, elle est disponible, vous pouvez aller la voir. Alors vas-y, tu peux tourner. Ok. Alors tu as raison, il fallait que je fasse ça, puis ça, puis ça. Donc on a regardé le texte, mais on a regardé principalement les images, comme a dit Michel, c'est très important pour un enfant, on a aussi les images, mais on a regardé les textes aussi. Alors, donc, la place des femmes. Donc, c'est important, comme je vous dis, donc, notre interrogation, c'était comment les femmes vont être présentées, là, comment on va faire en sorte... Alors, comment sont présentées les femmes? Alors, bon, c'est parti. Alors, elles ne sont pas souvent là, les femmes. Ah, c'est moi. C'est toi qui as un peu sur les pages. Pardon? Il faut faire pipi. Ah, je te dis. Alors, les femmes, elles ne sont pas souvent là. C'est parce que dans les religions, c'est souvent les... Ok, donc j'ai regardé, bien sûr elles sont là. Donc, dans la partie éthique, alors il y a un grand soin d'équilibrer entre les noms des hommes et des femmes, de ne pas stéréotyper les professions, et puis souvent on présente les filles comme étant bonnes en sport, et puis on essaye que les rôles ne soient pas comme ça traditionnels. Okay. Alors, mais maintenant, quand on arrive à un contexte religieux, eh bien, c'est pas du tout ça qu'on voit. Donc j'ai regardé les images dans un contexte religieux. Donc, on voit qu'on parle de religion. Alors, les images dans ce contexte-là, eh bien, les femmes sont très peu présentes. On peut comprendre ça, c'est parce que ce sont les hommes qui ont les plus beaux apparats, hein, par exemple pour les religions autochtones. Bon, alors c'est le costume de l'homme qui est le plus remarquable.
Pour ce qui est de la religion, du christianisme aussi, hein, les prêtres et tout ça, c'est souvent les hommes. Pour l'islam, pour le judaïsme, c'est les hommes qui sont présents dans les apparats et l'autorité religieuse, c'est eux qui officient. Alors les femmes, elles sont où? Alors elles sont souvent dans les... Oui, ah oui. Hop, elles sont là les femmes. Alors les femmes, elles sont souvent dans les... Pourquoi? C'est bien ça, regarde. Ça fait théâtral, non? Ah, j'y vais plus. Oui. Alors, les femmes sont majoritairement dans les œuvres de charité et de compassion. Alors, vous voyez, là, par exemple, il y a la mamie qui fait les crêpes et tout ça. C'est la sœur, comment ça s'appelle, Emmanuelle. Bon, alors, quand il s'agit des femmes, donc, on revient dans les vieux clichés. On revient à une vision traditionnaliste. Donc, c'est la femme qui s'occupe des enfants. Alors, donc, ça, c'est par en chiffres. Ah oui, en chiffres, donc, vous voyez. Donc, j'ai regardé, donc, j'ai fait une statistiques sur les images. Donc les images dans un contexte religieux où il n'y a que des femmes à gauche, que des hommes, et puis où il y a une mixité. Alors, et là, pour vous faciliter la tâche, on vous a mis le nombre, le 9x par exemple, dans le judaïsme. Il y a 9 fois plus d'images avec des hommes seuls qu'avec des femmes seules. En fait, dans le judaïsme, il n'y a presque pas de femmes. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. En tout cas, il n'y en a pas des femmes dans le judaïsme. Il y en a quelques-unes, mais pas beaucoup. Et puis partout de toute façon. Hein. Pour les autochtones aussi, c'est très marqué, c'est beaucoup les hommes à cause du parois et tout ça. L'hindouisme, il y a un peu plus de femmes parce que les femmes, on les représente, c'est la danse beaucoup qu'on représente pour l'hindouisme. Et puis pour l'islam, il y en a un peu plus, il y en a pas mal plus. Ok, alors vas-y, comment on fait ça? C'est parce que c'est la femme dans l'islam qui porte le symbole identitaire. Alors, pour parler de l'islam, eh bien souvent on met une femme voilée comme celle-là par exemple. Alors donc c'est ça. Alors pour le judaïsme, le symbole identitaire, c'est plutôt la kippa qui est portée par l'homme. Pour les religions autochtones, c'est cet habit-là qui est surtout important, intéressant pour les hommes. Et puis pour les bouddhistes, c'est le truc orange là du moine. Ok, alors, donc qu'est-ce que... Ok. Donc, alors, les étapes de la vie. Et hop. Alors, donc, quelque chose d'important dans le programme, c'est de parler des étapes de la vie. Alors, on parle donc des rituels. Donc, il faut parler des rituels et des pratiques. Et donc de la naissance, du mariage, de la mort et tout ça. Alors on parle des rituels de la vie. Ah tiens, tu n'as pas la dernière version que je t'ai envoyée, mais c'est pas grave. Les rituels de la vie. Alors donc premièrement, il faut savoir que les athées et les non-pratiquants n'existent pas. Hein, ils sont très peu présents dans les rituels de la vie. Alors on parle surtout des religions. Et puis les rituels, eh bien, sont très conservateurs. Et puis on choisit... Ah oui, mais oulala, j'ai pas... Excusez-moi, c'est parce que moi ça change ici, mais ça change pas là. Alors les étapes de la vie. Ok. Alors donc la naissance, par exemple. Ok. Alors vous savez, on parle de l'islam, mais l'islam ça couvre un espace géographique assez immense quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'on va choisir comme rituel pour la naissance? Moi je vous dis, en Tunisie, on fait comme chez vous, on apporte un cadeau à la maman, c'est 7 jours après la naissance de l'enfant, c'est tout ce qu'on fait, ok? Alors on peut dire la confession de foi dans l'oreille, mais bon, c'est pas très remarquable. Hein. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont choisi quelque chose que je connaissais pas, la aqiqa. Alors donc il m'explique, donc ici, je viens au Québec ici, pour savoir comment ça se passe, les rituels de naissance. Alors voilà comment ça se passe. Non, le truc c'est que c'est dans tous les manuels, en tout cas dans tous les manuels où on parle de rituels de naissance, c'est lui qu'on a choisi. Alors moi je me demande qui sont les conseillers pour ce cours-là. On a quelques idées par exemple, mais bon. Donc à la naissance d'un enfant, la coutume veut que l'on souffle le Eden, l'appel à la prière, c'est long ça, c'est pas la shahada, à son oreille droite, et la iqama, deuxième appel à la prière, à son oreille gauche. Ainsi, la première chose que l'enfant entend est une invitation à prier Dieu. 7 jours après la naissance, on célèbre une fête qui s'appelle la aqiqa, on donne le nom de l'enfant.
Bref, et tout ça. Moi, je ne connais pas ça. Alors, ce qui est remarquable ici, vas-y, Michel. Ah oui. On donne d'abord le nom de l'enfant, puis on coupe ses cheveux, ensuite on sacrifie 1 ou 2 moutons. Alors, 1 ou 2 moutons, bon, alors moi je m'intéresse quand même, je suis allée regarder, et bien vous allez chercher, et donc on voit tout de suite en fait que c'est 1 mouton si le nouveau-né est une fille, et 2 moutons si c'est un garçon. Bon, alors ça c'est quelque chose qui est classique, les non-dits, ok? Donc tout ce qui peut poser, tout ce qui peut éveiller une critique, on le cache. Et donc quand on parle de cours de connaissances, alors quand on nous dit qu'on ne veut, enfin, en tout cas qu'on est des mauvais là, parce qu'on veut couper la connaissance, en fait c'est ce qu'on dit, en fait, que ce cours ne transmet pas de connaissances et cache tout ce qui peut déranger. Alors un cas, donc ça c'est un cas d'autocensure typique. Alors d'autres, c'est bien, hein, chauffe. Alors, donc là c'était bon, alors maintenant donc on parle de l'adolescence, le mariage. Je ne vais pas tout vous parler de ça, mais en tout cas j'en profite pour vous parler des non-dits, ok, dans l'adolescence, le mariage. Alors par exemple, on ne parle jamais d'impureté des femmes. Pourtant, on parle du ramadan, et bien les femmes qui ont leur menstruation ne peuvent pas faire le ramadan. Les femmes, on parle du Coran, mais on ne dit pas que les femmes qui ont leur menstruation ne peuvent pas toucher le Coran, ne peuvent pas faire leur prière. Alors est-ce qu'on la donne la formation ou est-ce qu'on ne la donne pas? Pareil, le culte de la virginité de la jeune fille, les châtiments prescrits par les livres saints en cas de relation hors mariage, pareil, on n'en parle pas. Pourtant, on parle beaucoup du mariage. C'est drôle, hein, pourtant, le mariage, c'est plus nécessairement... Enfin, on se marie plus tant que ça, hein, au Québec. Et pourtant, le mariage est présenté comme une norme sociale. Voilà, mais des choses qui dérangent, on n'en parle pas. Évidemment, on ne parle pas de divorce, d'avortement, tout ça, c'est occulté. Est-ce que j'ai le temps de faire un petit... non, j'ai pas le temps. Il ne faut pas que tu... Ok, j'ai pas... J'avais une anecdote à vous raconter. Ok, pour les funérailles, ben c'est pareil. Pour les funérailles, on ne dit pas les choses. Par exemple, on raconte les funérailles avec beaucoup de détails, des fois pour l'islam, comment on nettoie le mort et tout ça. Mais on ne dit pas que les femmes n'assistent pas aux funérailles. On pourrait le dire, non? Ben non, on ne le dit pas. Mais par contre, il y a des images qui le montrent. Bon, donc voilà, vous voyez, il y a beaucoup de non-dits. Voilà, alors je vais passer au code vestimentaire. Bon, les codes vestimentaires, je ne vais pas tout vous dire, parce que Michel n'aura pas le temps de parler. Mais en tout cas, ce qui est le plus remarquable, c'est le code vestimentaire pour l'islam. Ouh là là. Ok, voilà. C'est ça, c'est ça. Bon, alors écoutez ce que je peux dire. Alors je vais aller très vite. Bon, alors les codes vestimentaires pour l'islam, eh ben, c'est le voile. Le voile est omniprésent en tant que marqueur identitaire visible pour la femme. Et donc quand on parle d'islam, on montre le voile. Donc, eh bien, écoutez, et surtout c'est chez la petite fille. En tout cas, c'est un... Ben, regardez la petite fille ici, donc ça c'est une classe de deuxième année primaire en fait, et on a une petite fille avec le voile. Alors vous voyez, c'est des images qui se ramènent même, se rapportent à une promotion en fait. Les petites filles, c'est super, il n'y a pas une petite fille qui ne veut pas ressembler à ça. Alors est-ce qu'il n'y a pas une pression sur l'enfant? Alors quand un enfant qui subirait une pression à la maison pour porter le voile, est-ce qu'il se sentirait confortable d'en parler à son prof alors qu'on représente le voile comme le symbole de l'islam? Bon, écoutez, je vais laisser Michel donc finir. Oui, alors bon, ça j'en ai parlé donc plus dans une conférence qui était liée à l'islam. Bon, alors des fois, donc il y a des femmes, très rarement, hein, on voit des femmes sans voile. Alors, mais elle, par exemple, vous voyez, elle est sans voile, mais on dit qu'elle est habillée à l'occidentale. Alors qu'à côté, il y a des femmes musulmanes qui portent le niqab. Alors, on ne dit pas qu'elles sont habillées à la séoudienne, par exemple. Donc, il y a comme une banalisation du niqab aussi. Bon, alors, je n'ai pas le temps de continuer, parce qu'on a 5 minutes. Je vais te laisser peut-être la parole maintenant. Oui, non, attendez. Ok, dès qu'on va passer aux stéréotypes culturels. Et puis pour laisser la parole à Michel, je vous montre... il ne reste plus de temps, donc vous m'entendrez.
Alors, il y a beaucoup de marchands de tapis comme ça au Québec, vous pouvez remarquer, puis de magasins. Les magasins ressemblent à ça. Alors, vous voyez, puis on est contre les stéréotypes supposés. Alors, le plan gouvernemental, justement, 2013-2014, c'est de favoriser une socialisation non stéréotypée. Vous voyez comment le cours, il réussit ça à perfection. Collaboration à la promotion d'une sexualité saine, responsable, égalitaire. Il n'y a rien de ça non plus dans le volet culture religieuse. S'assurer que le matériel didactique est exempt de stéréotypes. Oh! Alors, vraiment. Alors, allons-y. Alors, vous voyez, ça, c'est un collage de différentes photos. Les Amérindiens, ils sont dans leur tipi, en canot d'écorce, avec tour du feu. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup comme ça. En bas à droite, vous les voyez tous, le costume pour le bouddhiste, le kippa, puis l'amérindienne a toujours des plumes. C'est classique. En hiver, ça se met bien en dessous d'une tuque, je ne sais pas comment ils font, mais toujours avec une plume. Vous voyez, et on dit que le matériel scolaire, le ministère dit qu'il ne doit pas être stéréotypé. Alors, on est dans les stéréotypes, c'est la même chose, mais à gauche, vous voyez l'amérindienne encore avec sa petite plume. C'est ça qui parle aux enfants. L'image, hein, on en a parlé. Alors, voilà ce qu'on donne à... Alors, ça, c'en est un autre qui m'a beaucoup frappé. Alors, ça, ça parle le texte de la laïcité. Alors, vous voyez les images. Alors, c'est des stéréotypes. La femme hindoue avec son bindi, la femme avec son foulard, la femme chrétienne avec sa croix, puis le noir. C'est pas nous qui avons fait le montage, il est comme ça dans le livre. Est-ce que le noir, c'est une religion? Ou est-ce que si on est contre les religions, c'est être raciste? Vous voyez? C'est ce qu'on donne à nos enfants. Bon. Alors, l'impact sur le vivre ensemble, hein, c'est supposé d'être ça qui est le principal point. Alors, eh bien, entre autres, c'est une survalorisation du fait religieux. Alors, Monseigneur Tutu, dans un livre, c'est lui à qui on doit l'abolition de l'apartheid. On ne parle même pas de Nelson Mandela. Non, OK? Alors, c'est toujours l'aspect religieux. C'est les religieux qui font les bonnes choses. Entre autres, si on revient, hein, c'est vrai, si je veux revenir, la petite flèche. Alors, une des choses, entre autres, qu'on voit là, c'est que c'est toujours la religion qui est source de bonheur, de bien-être, OK? Alors, vous avez ici, entre autres, sur l'ouragan Katrina, il faut lire, OK? Alors, c'est attribué le sauvetage des gens, là, Katrina en Nouvelle-Orléans, attribué à la Croix-Rouge, à Médecins sans frontières et aux religions. Citation. Les églises de toutes les confessions s'unissent pour aider les sinistrés. On organise des collectes de dons. L'Armée du Salut et près de 30 000 bénévoles de toutes les traditions religieuses s'occupent des évacués. Partout sur la planète, des prières et des témoignages procurent un soutien moral à la population. Et en encadré, des bénévoles de toutes les traditions religieuses, donc, ont aidé les sinistrés de la Nouvelle-Orléans. Donc, les religions, il y a juste du bien-être, et puis la Croix-Rouge, c'est secondaire. Ce qui est important, c'est vraiment la religion. Monseigneur Tutu, OK? Oh, je pense que j'ai... OK. Alors, donc, on survalorise et on cloisonne les enfants. Une parent disait que sa petite fille a dit à l'école, d'origine musulmane, culture musulmane, se fait dire à l'école par l'autre enfant, « Hey, tu manges du jambon, là? Pas se poser. » Donc, c'est très normatif. L'enfant a eu le bon sens de dire, chez nous, Dieu ne rentre jamais dans la cuisine. Alors, ça, c'est un signe de santé mentale et peut-être de santé physique aussi. OK? Oui. Alors, l'ouverture à la diversité, c'est seulement la diversité religieuse. Les Portugais, les Italiens, les Latino-Américains, les Haïtiens qui ont une religion chrétienne, sont identifiés à nous. C'est des chrétiens. Alors, on ne voit pas cette diversité. Ils sont effacés. OK? Les non-croyants, on n'en parle pas non plus. Ils ne sont pas là, surtout au primaire. Il ne faut pas leur donner des mauvaises idées. Où sont les croyants non pratiquants non plus? Ça pratique tous. Et les musulmans, non-voilés, ils sont à peine. S'ils sont non-voilés, c'est qu'ils sont habillés à l'occidental. Donc, j'imagine des gens acculturés, on dirait en anthropologie. OK. Alors, le bien commun,
Oui, t'es où? Je suis à la conclusion. C'est toi. OK, conclusion. OK. Alors, où est la poursuite du bien commun, l'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation entre l'État et les religions, et la question des accommodements? Ça, c'est une déclaration solennelle des 3 valeurs non négociables du Québec. Eh bien, on ne les retrouve pas. C'est supposé d'être non négociable, mais ça a l'air que le contraire est montrable dans les livres. Et ça devient dangereux. Est-ce que c'est un cours neutre et objectif? Non, parce qu'il survalorise la religion, qui est source de bonté et d'entraide. On n'en parle pas des guerres de religion, que les gens s'entretuent. Pourtant, les enfants, s'ils regardent au moindrement la télévision, que les chiites et les sunnites sont en train de se massacrer, ils ne doivent rien comprendre. C'est tout du bon monde, ça, qu'est-ce qu'ils font? L'autocensure, c'est la même chose, hein, par rapport au conflit entre religions. Mais non. La prédominance des pratiques les plus conservatrices. C'est ça qui est montré, OK? Entre autres, la Kika, c'est les intégristes qui ont poussé ce type de culture, parce que ce qu'ils vivent, c'est trop occidental. Donc, il faut retourner le mouton, etc. OK. Alors, les contradictions, oui, une forte contradiction entre le volet éthique où les femmes doivent être égales, et puis le volet culture religieuse, c'est la domination masculine, très peu de femmes, et on cache surtout, il ne faut pas parler, que les femmes sont infériorisées. Hein? Toutes les choses taboues se retrouvent. L'avis du Conseil du statut de la femme en 2011, affirmer la laïcité, un pas de plus vers l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qu'est-ce qu'il dit? Il fait une analyse formidable, je vous la recommande, monsieur. Hein? Les pages autour de la page 110, vous allez les voir. C'est très, très important. Pourquoi? Parce qu'il montre justement en quoi, entre autres, c'est impossible d'enseigner les cours d'éthique et culture religieuse dans la partie religieuse de façon objective. Il faut transformer. Alors, on donne et on camoufle avec beaucoup d'éthique. Je n'ai rien contre l'éthique, mais les gens disent, mais il est beau ce film, ce cours-là. Oui, mais c'est l'éthique qu'ils trouvent beau. Alors, la culture religieuse, on se pose des questions. Alors, elle recommande donc de le reporter au secondaire quand l'élève est plus critique, il est capable de discuter. Alors, voilà, donc, reporter le cours dans Histoire et éducation à la citoyenneté au niveau secondaire. Alors, notre méthodologie, c'est et se retrouve sur le site de PDF Québec pour les droits des femmes du Québec. Merci.